Le 12 août 2025, à 6h30, un télégramme classifié arrive à Ouagadougou et fracture le silence du Sahel. Il exige que le Burkina Faso cède 70% de son or national contre une réduction de dette, et ce chiffre devient un ultimatum politique. Soumission ou bien résistance avec pression diplomatique, gel des circuits financiers, isolement économique et turbulence sur les marchés. Quand cette feuille tombe sur le bureau d'Ibrahim Traoré, que perdons vraiment? Ce choix, posé comme technique, touche la dignité, l'emploi, les prix quotidiens et l'idée même d'un avenir décidé chez soi. Ce qui suit n'est pas un récit spectaculaire, mais une déconstruction précise des enjeux réels derrière une décision présentée comme financière. L'intérêt pour le spectateur est clair. Comprendre comment une négociation abstraite sur la dette et l'or peut se traduire, très concrètement, par des changements sur l'emploi, le coût de la vie, la stabilité politique et la place d'un pays dans son environnement régional. L'enjeu dépasse donc l'actualité immédiate. Il s'agit d'examiner si un État peut reprendre la main sur ses ressources sans s'effondrer sous la pression extérieure, et ce que cela révèle du fonctionnement du système international. Chaque étape comptera. Les choix initiaux, les réactions en chaîne, puis les conséquences visibles ou différées. À la fin, une question restera ouverte. Cette séquence marque-t-elle un précédent durable ou seulement une parenthèse risquée dans l'histoire récente du Sahel? Tout commence par un chiffre qui change la lecture de la crise. 70%. Ce pourcentage, exigé en quelques lignes dans un télégramme confidentiel, ne représente pas seulement une part d'or, mais un basculement de pouvoir entre créanciers et États souverains. En quelques heures, Ibrahim Traoré comprend que l'enjeu réel n'est pas comptable, mais structurel, et qu'il engage bien plus que les réserves minières du pays. Le Burkina Faso arrive à ce moment précis après des décennies de dépendance financière progressive. Une dette croissante, des accords miniers hérités de cycles anciens et une capacité limitée à capter la valeur ajoutée locale ont façonné un modèle fragile. Dans ce cadre, l'or n'a jamais été un simple produit d'exportation. Il constitue l'un des rares leviers capables de stabiliser la monnaie, de financer l'État et de soutenir des politiques publiques de long terme. Exiger d'en céder l'essentiel revient donc à désarmer l'économie au moment même où elle tente de se redresser. Le télégramme du 12 août agit comme un révélateur. Il met à nu un rapport de force longtemps masqué par le langage de l'aide et de la coopération. Accepter l'ultimatum permettrait un soulagement budgétaire immédiat, mais au prix d'une dépendance prolongée et d'une perte de marge stratégique. Le refuser, en revanche, expose le pays à des sanctions, à un isolement diplomatique et à une volatilité économique brutale. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi face à une alternative asymétrique. Sécurité à court terme contre autonomie incertaine. Dans l'entourage présidentiel, les analyses convergent sur un point. Cette décision ne peut être évaluée uniquement à l'échelle nationale. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale où plusieurs États du Sahel contestent déjà les cadres économiques existants. Le geste du Burkina Faso pourrait donc servir de signal, soit comme avertissement dissuasif, soit comme précédent mobilisateur. C'est là que la question initiale trouve sa première réponse. Ce choix n'est pas isolé. Il s'insère dans une recomposition plus large des équilibres économiques et politiques en Afrique de l'Ouest, dont les effets dépasseront largement Ouagadougou. Autour d'Ibrahim Traoré, la décision ne se construit pas dans l'isolement. Dans les heures qui suivent la réception du télégramme, un cercle restreint de conseillers est mobilisé, chacun apportant un angle différent, parfois contradictoire, mais complémentaire. Une économiste du ministère des Finances ouvre la discussion par un constat froid. L'allègement de dette proposé offrirait un répit immédiat, mais il réduirait durablement la capacité de l'État à financer ses priorités. Selon elle, céder l'or revient à échanger un actif stratégique contre du temps, sans garantie de transformation structurelle.
Un ingénieur des mines, habitué aux sites aurifères de l'ouest du pays, introduit une autre dimension. Il rappelle que l'or burkinabé n'est pas seulement une réserve abstraite, mais une chaîne complète d'emplois, de logistique et de savoir-faire local. Perdre le contrôle sur cette ressource affaiblirait non seulement les finances publiques, mais aussi les communautés qui dépendent directement de l'exploitation minière. Son intervention transforme le débat. L'ultimatum n'affecte pas que les comptes de l'État, il touche des territoires entiers. Une jeune juriste, enfin, souligne un point souvent négligé. Certains contrats miniers comportent des clauses de renégociation rarement activées. Les utiliser pourrait ouvrir une voie intermédiaire, plus risquée juridiquement, mais potentiellement plus souveraine. À ce stade, Ibrahim Traoré ne tranche pas. Il observe surtout un premier effet immédiat. La décision, même non annoncée, commence déjà à produire des ondes. Les rumeurs circulent, les attentes montent, et la population presse que quelque chose d'inhabituel est en train de se jouer. Le choix à venir n'est plus abstrait. Il commence à peser sur le quotidien. L'activation est rapide et silencieuse. À 6h45, moins d'un quart d'heure après la lecture complète du télégramme, un premier ordre est transmis. Sécurisation renforcée des points sensibles. Les sites miniers, les axes logistiques et certaines infrastructures énergétiques passent sous surveillance accrue. Rien n'est annoncé publiquement, mais le signal interne est clair. L'hypothèse du refus n'est plus théorique. Elle entre dans une phase opérationnelle, préparée depuis des mois, sans jamais avoir été déclenchée. Ibrahim Traoré sait que le temps joue désormais contre lui. Chaque minute sans décision claire augmente le risque de fuite d'informations et de réactions extérieures anticipées. Le climax se produit entre 7h et 9h. Et à 7h00, les communications non sécurisées sont partiellement suspendues. Les entreprises étrangères opérant dans le secteur minier perdent l'accès à certains flux d'informations sensibles. Cette mesure, ciblée et réversible, est autant technique que politique. Elle matérialise un changement de posture. Le Burkina Faso n'agit plus comme un débiteur en attente de clémence, mais comme un acteur qui protège activement ses leviers stratégiques. Les premières réactions diplomatiques arrivent presque immédiatement, sous forme de messages pressants et de demandes d'éclaircissement. Aucune réponse officielle n'est donnée. À 9h00, une image fait basculer la situation dans l'espace public. Un drone civil survole une installation aurifère récemment sécurisée et la photographie se diffuse en ligne en quelques minutes. On y voit un drapeau burkinabé flottant sur le site. L'image est simple, mais son impact est puissant. Elle transforme une négociation opaque en symbole visible. Ce qui devait rester discret devient un fait politique observable, commenté et interprété bien au-delà des frontières nationales. Ibrahim Traoré comprend alors que le point de non-retour est atteint. Les répliques s'enchaînent dans la journée. À midi, le président s'adresse à la population à Ouagadougou. Le discours est court, sans chiffres détaillés, mais chargé de sens. Il insiste sur la responsabilité envers les générations futures et sur le caractère historique du moment. Dans les heures qui suivent, les marchés réagissent. Le cours de l'or connaît une hausse marquée, perçue localement comme une première victoire symbolique, mais aussi comme un avertissement. La volatilité sera le prix à payer. Dans les rues, les discussions s'intensifient. L'ultimatum diplomatique a cessé d'être un dossier technique. Il est devenu un événement vécu, commenté et approprié par la société burkinabé dans son ensemble. Le premier indicateur à observer concerne les réserves d'or nationales, car c'est là que l'effet de la décision apparaît le plus clairement. Avant l'ultimatum, une part significative de l'or extrait au Burkina Faso ne transitait pas directement par les circuits contrôlés par l'État. Les réserves officielles progressaient lentement, dépendantes de mécanismes opaques et de contrats peu favorables. Après la sécurisation des sites et la reprise de contrôle opérationnel, un premier changement est mesuré. Les réserves déclarées augmentent de 5,6% sur un trimestre, soit l'équivalent d'environ 200 millions de dollars en valeur. Ce chiffre ne traduit pas une découverte miraculeuse de nouveaux gisements, mais un basculement de gouvernance.
L'or existait déjà. Il commence simplement à rester dans le périmètre national. Le deuxième chiffre clé concerne la production annuelle. Le Burkina Faso produit environ 85 tonnes d'or par an, un volume stable depuis plusieurs années. Avant la crise, près de 60% de cette production échappait au contrôle direct de l'État, opéré par des entreprises étrangères avec une captation de valeur limitée localement. Après l'intervention militaire et administrative sur les sites stratégiques, les estimations les plus prudentes indiquent qu'environ 40% de la production totale, soit près de 34 tonnes, est désormais orientée vers des circuits contrôlés par les autorités burkinabées. Ce changement n'est pas seulement comptable. Il modifie la capacité de l'État à planifier, à investir et à utiliser l'or comme levier budgétaire plutôt que comme simple marchandise exportée. Le troisième indicateur est plus négatif à court terme, mais tout aussi révélateur. L'impact sur le produit intérieur brut. Les projections initiales anticipent peut-être une contraction d'environ 3,2% du PIB, liée au refus de l'ultimatum et aux premières réactions des créanciers. Cette baisse s'explique par le ralentissement de certains flux financiers, la suspension de projets et l'incertitude accrue. Cependant, les économistes proches du gouvernement soulignent un point essentiel. Cette contraction intervient dans un contexte où l'économie était déjà fragilisée. La rupture ne crée pas la vulnérabilité, elle la rend visible. À moyen terme, la montée en puissance des recettes minières locales et l'augmentation de la valeur ajoutée domestique pourraient compenser cette baisse initiale. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une trajectoire claire. À court terme, le coût est réel et mesurable. À moyen terme, les marges de manœuvre augmentent. Pour Ibrahim Traoré, ces données servent de boussole. Elles confirment que le choix effectué ne relève ni du geste symbolique pur, ni d'un pari aveugle. Il s'appuie sur des leviers économiques concrets, activés par une décision politique assumée. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Leur interprétation dépend de la durée pendant laquelle l'État pourra maintenir ce contrôle et absorber les chocs externes. C'est ici que la question initiale posée au début de cette séquence trouve un nouvel écho. Le Burkina Faso peut-il tenir dans le temps? Les données montrent que la résistance est possible, mais elles n'excluent ni la pression, ni l'incertitude. Elles fixent simplement un cadre factuel à partir duquel le débat ne peut plus être réduit à une opposition idéologique. La première position, souvent qualifiée de pragmatique, insiste sur les risques immédiats de l'isolement économique. Ces défenseurs rappellent que l'histoire récente offre plusieurs exemples de pays ayant défié leurs créanciers avant de subir des sanctions lourdes. Ils évoquent des précédents où la rupture des flux financiers a entraîné pénurie, inflation et recul brutal du niveau de vie. Dans cette lecture, la souveraineté économique n'a de sens que si elle permet de maintenir un minimum de stabilité matérielle. Renoncer à l'ultimatum serait donc un geste symbolique coûteux, susceptible d'aggraver une situation sociale déjà fragile. L'argument central est simple. Sans accès aux marchés internationaux et sans partenaires financiers fiables, un État enclavé risque l'asphyxie progressive. Une seconde position, plus nuancée, admet la nécessité de défendre les ressources nationales, mais critique la méthode. Ces analystes estiment que la confrontation frontale crée une incertitude excessive. Selon eux, une renégociation graduée, assortie de garanties juridiques et de compromis partiels, aurait permis de préserver une partie de la souveraineté sans provoquer de choc externe majeur. Il souligne le risque de fuite des investissements, la volatilité des devises et la difficulté de gérer seul des infrastructures complexes à court terme. Leur thèse n'est pas hostile à l'autonomie, mais prudente quant à son rythme. Face à ces critiques, la réponse des partisans de la décision s'appuie sur un constat factuel. L'économie burkinabé était déjà contrainte avant l'ultimatum. La dépendance financière limitait la capacité de décision et réduisait les marges de manœuvre budgétaires. Dans ce contexte, accepter la cession massive de l'or aurait prolongé un modèle qui montrait ses limites. La rupture, bien que risquée,
vise à déplacer le centre de gravité du pouvoir économique. Les données observées après la reprise de contrôle des sites miniers montrent que des leviers concrets existent, même sous pression. L'argument de fond n'est donc ni héroïque ni idéologique. Il repose sur une logique de test. La décision cherche à mesurer jusqu'où un État peut aller lorsqu'il reprend le contrôle de ses actifs stratégiques, tout en absorbant les coûts de la transition. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de prouver une invulnérabilité, mais de vérifier si un modèle alternatif peut émerger sans effondrement immédiat. Le débat reste ouvert, mais il ne peut plus ignorer une réalité. Le statu quo comportait lui aussi des risques structurels majeurs. Tout change en 8 mots. Le bouclier AES existe bel et bien. Cette phrase, révélée discrètement après plusieurs jours de spéculation, modifie instantanément la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, l'opinion publique, comme de nombreux observateurs internationaux, pensait que le Burkina Faso avançait seul, porté uniquement par la détermination d'Ibrahim Traoré et par un pari national risqué. L'existence de ce protocole régional secret redéfinit pourtant le rapport de force. La décision initiale n'est plus celle d'un État isolé, mais celle d'un acteur intégré dans un dispositif collectif. Le bouclier AES lie le Burkina Faso, le Mali et le Niger autour d'engagements précis: soutien sécuritaire, coordination logistique et entraide stratégique sur les ressources sensibles. Cette architecture, longtemps tenue hors du débat public, explique la rapidité et la confiance apparente des premières mesures prises. Elle offre une profondeur stratégique que les créanciers n'avaient pas intégrée dans leurs calculs initiaux. L'ultimatum adressé à Ouagadougou s'étend soudain à un ensemble régional, capable de mutualiser les coûts et de diluer les pressions. Pour la population, cette révélation agit comme un basculement psychologique. Le refus de céder l'or cesse d'apparaître comme un saut solitaire dans l'inconnu. Il devient un acte coordonné, inscrit dans une dynamique sahélienne plus large. Le risque demeure, mais il est partagé. Ce point médian clarifie enfin la logique de la décision. Il ne s'agissait pas seulement de résister, mais de préparer un changement d'échelle. À partir de là, les conséquences ne peuvent plus être évaluées uniquement à l'aune du Burkina Faso. Pour l'État burkinabé, l'effet immédiat de la décision est paradoxal. D'un côté, la pression extérieure s'intensifie, les échanges diplomatiques se durcissent, certaines lignes de financement se figent, et la marge budgétaire se resserre temporairement. De l'autre, le contrôle renforcé des ressources minières crée un levier inédit. Les recettes issues de l'or, désormais mieux captées, offrent une capacité de pilotage que l'administration n'avait jamais réellement possédée. Cette nouvelle latitude ne supprime pas les contraintes, mais elle modifie la hiérarchie des priorités. L'État n'est plus uniquement dans une logique de survie financière. Il peut commencer à arbitrer. Pour les entreprises, la situation est plus contrastée. Les sociétés minières étrangères sont les premières touchées. Certaines suspendent leurs opérations, d'autres cherchent à renégocier leurs contrats dans l'urgence. L'incertitude juridique augmente, tout comme le risque perçu par les investisseurs internationaux. En parallèle, des acteurs locaux et régionaux tentent de combler les vides laissés par ces retraits partiels. Des entreprises burkinabais, jusque-là marginalisées, accèdent à de nouveaux marchés et à des responsabilités accrues. Le tissu économique se recompose lentement, avec des gagnants et des perdants clairement identifiables. Pour les ménages, l'impact est plus diffus, mais tout aussi réel. À court terme, la hausse des prix de certains produits importés pèse sur le pouvoir d'achat, alimenté par la volatilité monétaire et les tensions logistiques. Cette pression est particulièrement forte dans les zones urbaines. En revanche, dans les régions minières, des signaux différents apparaissent. Une part plus importante des revenus de l'or commence à irriguer l'économie locale. Les emplois se stabilisent, certaines infrastructures sociales sont financées plus directement et le sentiment d'abandon recule. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait pour devenir une expérience tangible, inégale
mais perceptible. À l'échelle régionale, enfin, les effets dépassent largement les frontières nationales. Le bouclier AES modifie les calculs des acteurs voisins. Le Mali et le Niger observent attentivement les résultats burkinabés, ajustant leurs propres politiques minières et diplomatiques. D'autres pays du Sahel, sans s'aligner formellement, intègrent désormais l'hypothèse d'une reprise de contrôle plus ferme sur leurs ressources stratégiques. Cette dynamique inquiète certains partenaires traditionnels, mais elle attire aussi de nouveaux interlocuteurs, notamment en Asie et au Moyen-Orient, intéressés par des partenariats redéfinis. Ces conséquences, prises ensemble, montrent que la décision initiale d'Ibrahim Traoré n'a pas produit un choc uniforme. Elle a redistribué les coûts et les bénéfices selon les acteurs. L'État gagne en autonomie relative. Les entreprises évoluent dans un environnement plus instable. Les ménages subissent des tensions, mais perçoivent aussi des retombées locales. Et la région entre dans une phase de recomposition stratégique. C'est dans cet enchevêtrement des faits que se joue désormais la suite. Dans un scénario de base, le plus probable à court terme, le Burkina Faso avance sur une ligne de crête maîtrisée. Le contrôle des sites miniers se consolide progressivement, sans rupture majeure de production. Les exportations d'or reprennent à un rythme régulier, mais sous des conditions plus strictes. La croissance reste modeste, autour d'un niveau faible mais positif, freiné par la prudence des investisseurs et par des circuits financiers encore partiellement contraints. Les partenaires régionaux du bouclier AES jouant un rôle d'amortisseur, permettant d'éviter les pénuries critiques. Si cette trajectoire se maintient, le pays ne connaît ni effondrement ni décollage, mais gagne du temps pour stabiliser son nouveau modèle. Dans une hypothèse plus favorable, la dynamique dépasse le cadre national. La coordination avec le Mali et le Niger s'intensifie, et d'autres États africains s'inspirent partiellement de cette approche. Les partenariats économiques se diversifient, notamment avec des acteurs asiatiques et moyen-orientaux moins sensibles aux pressions diplomatiques occidentales. Les revenus miniers, mieux redistribués localement, financent des projets visibles dans l'agriculture, la formation technique et les infrastructures. La perception internationale du Burkina Faso évolue. D'un pays sous contrainte, il devient un laboratoire de souveraineté économique. Cette trajectoire reste conditionnelle à une gouvernance rigoureuse et à une capacité à éviter les dérives internes. À l'inverse, un scénario plus tendu ne peut être écarté. Des sanctions plus ciblées compliquent l'accès aux systèmes bancaires internationaux, ralentissant les importations essentielles. L'inflation progresse, le mécontentement social augmente, et certains alliés régionaux hésitent à aller plus loin dans l'intégration. Dans ce cas, la cohésion interne devient le facteur décisif. Les ressources souveraines jouent un rôle de filet de sécurité, mais leur efficacité dépend de la discipline budgétaire et de la confiance populaire. Le symbole de la souveraineté demeure, mais son coût devient plus visible pour les ménages et les entreprises. Quel que soit le scénario, une règle analytique s'impose. Il ne faut pas confondre incertitude et faiblesse. La décision initiale a ouvert un espace stratégique inédit, mais elle n'en garantit pas l'issue. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu des prochains mois n'est pas de prédire l'avenir, mais de maintenir la capacité d'ajustement. C'est cette flexibilité, plus que la trajectoire choisie, qui déterminera si la rupture engagée s'inscrit dans la durée. Pour une première catégorie de personnes, celles qui vivent dans des économies fragiles ou dépendantes d'une aide extérieure, la situation burkinabé agit comme un miroir. Elle montre que les décisions macroéconomiques, souvent perçues comme lointaines, finissent toujours par se traduire dans la vie quotidienne. Prix des biens essentiels, accès à l'emploi, qualité des services publics. Observer ce qui se passe au Burkina Faso permet de comprendre comment une rupture financière peut rapidement toucher les ménages, mais aussi comment certaines communautés peuvent en tirer des bénéfices différenciés selon leur position dans l'économie. Pour une seconde catégorie, composée d'entrepreneurs, de cadres ou de décideurs locaux,
Cette séquence offre une leçon sur le risque et l'opportunité. Un environnement instable peut décourager l'investissement, mais il peut aussi ouvrir des espaces nouveaux à ceux qui savent s'adapter. La recomposition du secteur minier, par exemple, montre comment des acteurs jusque-là secondaires peuvent accéder à des responsabilités accrues lorsque les règles du jeu changent. Le message implicite est clair. La souveraineté économique n'est pas seulement une affaire d'État, elle redistribue aussi les cartes au niveau microéconomique. Enfin, pour les citoyens plus éloignés géographiquement ou culturellement, cette histoire pose une question plus large. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre son autonomie sans sacrifier le bien-être immédiat de sa population? Ce dilemme n'est pas propre au Sahel. Il traverse de nombreuses sociétés confrontées à la dette, à la dépendance énergétique ou à la pression des marchés. En ce sens, le cas burkinabé devient un point d'appui pour réfléchir à des choix collectifs qui dépassent largement le cadre africain. Ce que cette séquence invite surtout à faire, c'est à relier les décisions politiques abstraites aux réalités vécues. Elle rappelle que la souveraineté n'est ni un slogan, ni une garantie automatique. Elle se construit, se discute et se paye. Comprendre ce processus permet aux spectateurs de mieux lire les crises actuelles et futures, chez les autres comme chez lui. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la rupture a eu lieu, mais comment elle peut tenir dans le temps. La première étape repose sur la sécurisation durable des ressources. Cela implique un contrôle continu des sites miniers, non seulement par des moyens militaires, mais aussi par des mécanismes administratifs transparents. L'objectif est simple: éviter les fuites, stabiliser la production et garantir que les flux générés par l'or restent traçables. Sans cette base opérationnelle, toute souveraineté proclamée resterait fragile. La deuxième étape concerne la révision des cadres contractuels. Un audit systématique des accords miniers existants permet d'identifier les clauses de renégociation et les marges juridiques disponibles. Cette démarche n'a pas vocation à rompre tous les partenariats, mais à rééquilibrer les rapports. En clarifiant les règles, l'État peut réduire l'incertitude, y compris pour les investisseurs prêts à accepter un nouveau partage de la valeur. C'est ici que la crédibilité institutionnelle devient déterminante. La troisième étape touche à l'utilisation des revenus. Les ressources supplémentaires issues de l'or doivent être orientées vers des priorités visibles: infrastructures locales, services sociaux dans les zones minières et soutien à des secteurs capables de diversifier l'économie. Chaque allocation doit être mesurable, avec des indicateurs simples permettant d'évaluer l'impact réel sur la population. Sans résultats concrets, le soutien populaire risque de s'éroder rapidement. La quatrième étape est régionale. Le bouclier AES doit se traduire par des mécanismes concrets de coopération économique afin de mutualiser certains coûts et de renforcer les capacités de négociation collective. Cette dimension réduit la vulnérabilité individuelle de chaque État membre. Enfin, une cinquième condition traverse toutes les autres: la cohérence politique. Pour Ibrahim Traoré, maintenir un cap clair, expliquer les choix et accepter les ajustements sera aussi important que les décisions initiales. La souveraineté, dans ce contexte, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus à gérer dans la durée, sous contrainte et sous regard constant. Lorsque la nuit retombe sur Ouagadougou, l'image qui revient n'est plus celle du télégramme, mais celle des premières heures qui ont suivi. Les discussions dans les rues, les regards inquiets puis déterminés, et ce sentiment diffus que quelque chose s'est déplacé, même sans certitude sur l'issue. Le motif central réapparaît alors. Une décision technique peut devenir un moment collectif lorsqu'elle touche à la dignité et à la perception de l'avenir. Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à un choix économique. Il incarne, pour une partie de la population, la matérialisation d'une question longtemps laissée en suspens. Qui décide réellement de l'usage des ressources d'un pays? Cette interrogation traverse les générations
et dépasse les frontières. Elle relie les mineurs des zones rurales, les jeunes des centres urbains et les cadres de l'administration autour d'un même point de tension. Le rappel essentiel est là. Rien n'est réglé. Les risques demeurent, les coûts sont visibles, et les pressions extérieures n'ont pas disparu. Pourtant, le cadre mental a changé. Le débat n'oppose plus résignation et dépendance, mais choix, arbitrage et responsabilité collective. C'est peut-être là le déplacement le plus durable. Une phrase résume cette séquence. Reprendre la décision, c'est déjà reprendre une part du futur. Au terme de cette séquence, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais par une invitation à réfléchir. Le choix opéré par le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ne fournit ni recette universelle, ni modèle clé en main. Il expose plutôt un processus, avec ses tensions, ses coûts et ses zones d'ombre. Ce qui se joue ici dépasse un pays ou une crise ponctuelle. C'est une interrogation sur la manière dont les sociétés arbitrent entre sécurité immédiate et autonomie à long terme. Pour certains, cette trajectoire semblera trop risquée. Pour d'autres, elle apparaîtra comme une nécessité tardive. Entre les deux, il existe un espace de débat que cette histoire rend visible. Elle rappelle que les décisions économiques majeures ne sont jamais purement techniques. Elles traduisent toujours une vision du futur, implicite ou assumée, et une hiérarchie de valeurs. La question à laisser ouverte n'est donc pas de savoir si ce choix était bon ou mauvais, mais ce qu'il révèle. Que ferions-nous, collectivement, placés face à une alternative comparable? Quel coût serions-nous prêts à accepter et pour quel type d'indépendance?